Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui, comme vous vous en êtes rendu compte, a choisi de se faire un été 100% saga en revisitant les séries de films auxquels nous sommes les plus attachés. Il en manquera bien sûr, on ne prétend pas à l'exhaustivité, mais il aurait été inconcevable d'oublier dans cette modeste entreprise de prendre le temps de revoir pour la 1000e fois les aventures de John McClane, notre héros à tous, notre idole même, dont on fête cette année les 30 ans de la première apparition au cinéma dans l'inoubliable Piège de cristal. Vous l'avez compris, on cause là tout de suite de Die Hard avec un trio de cinéphiles spécialistes du port de Marseille en zone de guérilla urbaine. Rafik Djoumi, salut Rafik. Attrape ton micro. Salut. Alexandre Arvo, salut Alex. Yippee-ki, pauvre con. Et Stéphane Moïsakis, salut Stéphane. Salut Thomas. Je précise que nous sommes en public au Creatis à Paris à l'occasion du Binge Audio Summer Festival. C'est Nos Ciné spécial Die Hard et c'est parti. Croyez-vous avoir une chance contre nous, monsieur le cow-boy? Yippee-ki, pauvre con. Car oui, les dialogues, même en VF, sont inoubliables, n'en déplaise à Stéphane Moïsakis. D'emblée, désamorçons le premier écueil de l'exercice du jour. On va pas évidemment tout sauver dans la saga Die Hard, qui est quand même sévèrement partie en quenouille, on peut Je le dire. trouve dur avec le 5, quand même. Hein. C'est vrai. Sachant que je n'ai pas vu. Sachant qu'il l'a pas vu. C'est vrai, tu l'as pas vu? Non, il l'a pas vu. Il l'a pas vu. Quel bon goût. On peut dire que ça s'est un petit peu arrêté après le 3. Ouais, enfin, je pense que c'est intéressant d'en parler quand même. Oui, c'est intéressant d'en parler Tu quand vois. même. Donc tu veux qu'on recommence tout de suite dès le On début? commence dès le 5. Allez, on commence ouais. par le 5. Non, on va commencer par le premier. Bah Stéphane, tiens, tu m'as l'air prêt. Tu es prêt. Bah, tu es né, born ready. Masterpiece. Masterpiece, Voilà. on peut le dire. Je pose le micro maintenant, c'est bon, Ouais, je c'est mic ça. drop. Ouais, tu vois. complètement. C'est un film. Donc 1988, Voilà. John McTiernan. Ouais, c'est un film qui s'est fait très très rapidement et qui, je pense, a bénéficié de ça aussi et qui a bénéficié de comment dire. D'un succès en fait qui est le succès de Predator juste avant pour John McTiernan. Il faut savoir que comment dire donc c'est l'équipe McTiernan et Joel Silver. voilà, c'est l'équipe ce que j'allais dire, McTiernan et Joel Silver qui reviennent sur Die Hard et qui comment dire lancent le projet très très rapidement. C'est tiré d'un bouquin à la base en fait qui s'appelle Nothing Lasts Forever. voilà. En fait, moi tu je veux vais prendre le Non, vas-y. non. Rafik prend le contrôle de Ouais, l'émission. il prend le Vas-y, contrôle de Raph. l'émission en fait. Non, qui était un bouquin qui avait déjà, une série de bouquins qui avait déjà été adapté au cinéma en 1968 avec un film qui s'appelle The Detective Avec Frank Sinatra. voilà, qui jouait le rôle donc du flic new-yorkais Joe Leland. Et dans la suite, donc Nothing Lasts Forever, il y avait cette histoire à Los Angeles. De prise d'otage dans un immeuble en fait, c'est qu'il venait chercher sa fille qui travaillait pour une corporation et en fait il venait la voir en fait, il venait lui rendre visite et comment dire il se retrouvait va la pris dans sauver la quoi, prise voilà. d'otage et sauver sa fille. Et t'avais déjà en fait si tu veux certains éléments que tu retrouves dans le film notamment la communication en fait par CB à travers comment dire entre un policier en bas. Et... alors c'était je crois un chauffeur de taxi ou un truc comme ça mais c'est un mélange en fait. Le film est écrit alors le truc c'est que c'est un film qui a été adapté par Jeb Stuart le scénariste et qui a trouvé notamment l'enjeu principal du film, c'est-à-dire que comme il ne pouvait pas adapter le film littéralement, toute l'idée c'est qu'il s'est posé la question de pourquoi John McClane vient voir qui vient voir John McClane et qu'est-ce qui se passe. Et en fait en gros il s'est basé sur une chose qui lui arrivait. C'est qu'un jour, il s'est engueulé avec sa femme et il est parti précipitamment. Il a pris sa bagnole, il s'est barré et en fait, il roule sur l'autoroute à Los Angeles. Il était en train de réfléchir au film parce que c'est ce qu'il devait réécrire, quoi, et ce qu'il devait adapter. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a cru pendant un moment donné, pendant une minute, une seconde, en fait, il a cru qu'il allait mourir sur l'autoroute. Oui. Comment dire parce qu'il y avait un carton qui était tombé d'un camion. Et en fait, il se trouve que le carton était vide, mais il a cru que c'était un carton où il y avait peut-être un frigo dedans ou un truc comme ça. Qu'il allait le percuter. Voilà. Et d'un seul coup, en fait, il s'est dit putain, j'ai cru que j'allais mourir. Et le premier truc qui lui est passé par l'esprit derrière, c'est je venais de m'engueuler avec ma femme, je serais mort. En fait, j'aurais pas réglé ce truc-là. Quoi. Et c'est devenu le leitmotiv de Die Hard, en fait. C'est-à-dire tout quand tu pitches Die Hard, en gros, c'est une prise d'otage dans un immeuble le soir de Noël, d'une grande corporation. Il y a un flic qui arrive à se tirer d'affaires. Et il va, c'est le rouage qui grippe comme ils disent dans le film, quoi. C'est l'élément qui perturbe. Sauf que en gros les enjeux, c'est une histoire d'amour. C'est vraiment une histoire d'amour le film. C'est-à-dire qu'en gros c'est ce que John McClane va réussir à faire pour retrouver sa femme avec laquelle il vient de s'engueuler. Et alors qu'en fait ils sont au bord du divorce et qu'ils doivent comment dire, vivent même dans deux villes différentes. Voilà.
Et pour moi, en fait, c'est très étrange parce que j'ai toujours vu Die Hard comme ça. En fait, j'ai jamais vu. Enfin, je le vois comme un film d'action, évidemment, Ouais. et même un très grand film d'action. Mais je le vois aussi vraiment comme une histoire d'amour, alors plus larvée, hein, voilà. Et je pense que ce cœur-là, en fait, c'est ce qui fait que 30 ans après, le film est encore là aussi, quoi. C'est-à-dire, au-delà de la maestria dont on va parler, hein, de la mise en scène et tout ça, et de la façon dont McTiernan, comment dire. Dès ce film-là, en fait, a commencé à essayer d'épurer en fait son langage cinématographique, et ce qui donne en fait un film qui, je pense, s'il est encore là aujourd'hui, c'est parce qu'il avait déjà 30 ans d'avance à l'époque, quoi, voire plus. Enfin, il est littéralement intemporel, quoi. C'est, je pense, la façon de le dire. Donc, c'est un film qui a bénéficié du fait de se faire très très rapidement parce que, en gros, il n'y avait pas de star. Ils ont proposé ça apparemment à peu près tout le monde en fait à Hollywood, et tout le monde a plus ou moins refusé le film. Il n'y avait pas eu un projet d'en faire une suite de Commando? Alors non, ça c'est un truc qui est complètement faux, qui est lié en fait à la comment dire, j'en avais parlé avec Steven de Souza, qui est le deuxième scénariste du film, qui est arrivé pendant le film, en fait, pendant le tournage, en fait, littéralement. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui s'est passé, si tu veux, quand je parle de film qui s'est fait dans la rapidité, c'est-à-dire que, en gros, Joel Silver a poussé tout le monde à faire le film qui était beaucoup plus gros que ce que c'était. C'est-à-dire, il fallait pas faire un huis clos, il fallait vraiment faire un film épique. Et au fur et à mesure où le film était en train de se faire et en train de se monter, c'était un tentpole pour Fox. Encore une fois, c'est un film qui est sorti 1 an après Predator, hein, vraiment très très vite, et 6 mois après le début du tournage. En gros, Joel Silver poussait à faire plus gros, plus haut, et il disait notamment au scénariste, à Jeb Stuart, il disait: je veux que tu te démerdes pour faire sauter le toit à la fin. Je veux que le toit explose. Et le mec lui disait: c'est pas dans le scénar, je sais pas comment le faire. Et Joel Silver disait: je m'en fous, tu te démerdes, le toit il pète à la fin. Et quand tu regardes le film, il y avait quand même toute une construction en fait qui est cohérente en fait, si tu veux, quand tu vois comment ils arrivent à faire le truc. Si ce n'est que c'est l'élément littéralement le plus fantasque du film, puisque en fait toute l'idée du personnage de McClane, c'était d'en faire un personnage vulnérable, ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque des héros d'action, hein. On était en pleine période Schwarzenegger-Stallone, et là en fait littéralement l'idée c'est un humain, et le plus grand compliment qu'on peut faire au film, c'est de croire en fait qu'il va mourir en fait à un moment donné, quoi. Et le truc, c'est là je recontextualise vraiment, et le truc c'est que c'est le moment le plus dingue du film en fait, c'est ce moment où il saute sur le toit, où tu te dis mais ça peut pas marcher, mais ils ont tout verrouillé en fait pour faire en sorte que ça marche et que tu y crois, et en fait que tu te dises voilà, il y a un autre moment comme ça en fait qui est un accident dans le film, qui est le moment où il est dans un cage d'ascenseur en fait, où il essaye d'échapper aux hommes de main de Hans Gruber, et en fait il s'accroche à son flingue en fait, son MP5, et en gros le truc craque et il se casse la gueule, et ça c'est une pure erreur en fait du cascadeur en fait, qui s'est pané la gueule, et en fait ils ont réécrit le truc autour de ça. Donc tout le film s'est réécrit au fur et à mesure comme ça, et notamment en fait la volonté de McTiernan, qui voulait pas faire un film sur le terrorisme, c'était de rendre ça beaucoup plus léger. Et donc en fait c'est là où ils ont appelé Steven de Souza, quand le film était déjà en tournage, pour réécrire toutes les scènes en fait de braquage. Et tout le trip autour du braquage comment dire, c'est fait en cours de route, et au fur et à mesure le film est en train de se tourner. Donc ça c'est dans la construction du film, quoi. Après l'autre façon dont le film s'est tourné aussi, c'est que il y avait de la seconde équipe, mais pas vraiment de la seconde équipe en fait. C'est-à-dire qu'en gros ce qui s'est passé, c'est que ils ont fait ce qu'ils appelaient une split unit. McTiernan dirigeait les deux équipes, mais évidemment il déléguait la deuxième. Et la seconde équipe faisait littéralement ce que McTiernan leur demandait de faire. C'est-à-dire que c'est quand même un cas aujourd'hui où à Hollywood ça se fait plus vraiment dans le cinéma d'action actuel, où c'est la seconde équipe en gros qui prend le relais sur les réalisateurs. Et en gros c'est pour ça que d'un seul coup tu te retrouves avec des films de Brett Ratner où il y a peut-être une scène d'action, ou de Christopher Nolan où il y a peut-être une scène d'action à peu près correcte au milieu, juste parce que les mecs savent filmer. Mais le truc c'est que en gros dans cette logique là, il y avait déjà des directives très claires. C'est-à-dire que chez McTiernan, et ça il l'a fait beaucoup plus encore au fur et à mesure, il y a une idée de casser les inserts, casser les points de montage en fait, vraiment mettre le plus d'informations possible dans la même image pour pour que la narration soit fluide. Et tout ce fonctionnement exponentiel, en fait, c'est ce qui fait, pour moi, à mon avis, que Die Hard est littéralement implacable en fait dans son suspense et dans sa façon de présenter les enjeux
et de les rendre exponentiels, en fait, c'est à travers cette mise en scène-là, la façon dont ils vont... tout, par exemple, si tu veux, toute la topographie des lieux est claire, nette et précise. Oui. C'est-à-dire que c'est un gag dans le film, mais c'est un gag qui donne un indice de lieu. C'est le moment où McClane, en fait, pareil dans la course-poursuite, en fait, se fait courser par les hommes de main de Gruber, et il passe devant un poster, en fait, de femmes nues, qui est là parce que c'est les coursifs de l'immeuble, et qu'en gros, tu t'imagines des prolos, des machinaux en train de travailler là. Qui est blonde, je crois. Je crois qu'elle est blonde. Voilà, tu te souviens bien de ce Fait poster. sur l'image. Voilà. Et en fait, en gros, si tu veux, le truc, c'est que ce poster-là, il passe devant, il le regarde, donc toi, tu le remarques parce que tu remarques la pin-up. Et en fait, quand il revient à ce moment-là, il le touche tout simplement d'une main. C'est un gag. En fait, tu te dis, bon voilà, il dit madame, ou je sais pas quoi, mesdames. Et en fait, en gros, si tu veux, c'est pour que tu comprennes quel est le tour en fait qu'il a fait. Il y a cette scène aussi, on t'a perdu, Rafik. Il y a cette scène aussi, en fait, pareil, et ça c'est Rafik qui me l'avait pointé du doigt à l'époque, de présentation de la femme de McClane. Oui. Où elle fait littéralement tout un tour en fait dans le couloir et puis de la fête. voilà, et en fait elle fait le tour du mauvais côté pour rentrer dans son bureau, juste pour que tu puisses voir en fait par quel côté McClane va pouvoir s'échapper après, quoi. Voilà, donc en fait il y a je pense que ça fait partie de tous ces ça a l'air con en fait dit comme ça, mais un film bien pas mal, quoi. Non mais un film bien, un film d'action bien topographie, où tu comprends exactement où sont les enjeux, où tu comprends exactement où les choses se passent, etc. Voilà, c'est le b.a.-ba de ce cinéma-là, quoi. C'est ce qui rend d'autant plus cruel les deux dernières suites, quoi. Mais même la deuxième. Hein. Oui, même la deuxième. Non, mais pour faire juste sans s'apesantir sur le film en lui-même, tu te parlais tout à l'heure, enfin vous parliez de la source du matériau originel, donc le roman, enfin un roman dont le personnage avait d'ores et déjà inspiré un autre film avec Sinatra fin des années 60. Et c'est vrai, ce qui est marquant dans les Die Hard, c'est que tu te rends compte que quand tu lis un petit peu comment les scénarios des films du premier au cinquième, pratiquement, se sont retrouvés à devenir des éléments de la saga John McClane, tu te rends compte, et c'est pas non plus rarissime à Hollywood, c'est même assez fréquent, mais que souvent c'était des scripts qui avaient été écrits pour des choses complètement différentes. Enfin, en tout cas, à la base, c'était pas censé être le cas, c'était pas censé être un Die Hard. Personne n'a écrit les films en question pour être le nouvel épisode de la franchise de John McClane. Sauf le 5. Sauf le 5. Mais à un niveau extrême, tu vois, on voit ça maintenant avec les Cloverfield, qui sont des films... Là, c'est un niveau presque encore plus extrême, parce que du coup, les films ne sont pas déjà pratiquement tournés, et ensuite légèrement remontés avec à poser le saut Cloverfield. Mais ça s'est vu sur le troisième, qui est sans doute le deuxième meilleur, on va dire, le Jour d'un enfer. Le 3, qui était un script qui s'appelait Simon Says, sauf erreur, et qui n'était pas du tout censé être initialement un énième épisode des aventures de McClane. Et ça montre bien à la fois la faiblesse, enfin les qualités et la faiblesse de la franchise, c'est que du coup le personnage de John McClane, notamment à cause de Bruce Willis, je pense, et de son évolution lui en tant qu'acteur, grosse tête, etc. Les dommages qu'il a fait subir à ce personnage-là, parce qu'il ne l'a pas forcément compris, en tout cas pas apprécié de la même façon que Emma Tiernan et une bonne partie des fans du premier film, c'est que ce personnage-là, du coup, il est malléable, et tellement malléable que du coup, il est devenu... je sais pas jusqu'à dire l'antithèse de ce qu'il était dans le premier film au fur et à mesure des itérations de la saga, mais voilà, voilà. Je me suis un peu éloigné du sujet de Die Hard 1, mais bon, en même temps, on va parler de tout. Rafik. Oui, comme Stéphane le disait, c'est un projet qui s'est fait très rapidement et qui aurait pu mener à un énorme déséquilibre, tant les différents acteurs en fait ne cherchaient pas forcément à faire le même film, au sens où Joel Silver et Lawrence Gordon, parce qu'il faut pas l'oublier, c'était son mentor en fait, et c'était une époque où Silver était en train de prendre ses distances d'avec ce gars qu'il avait formé au métier de producteur, était dans une démarche, il voulait refaire du Irving Allen en fait, il voulait être le nouvel Irving Allen qui avait dominé les années 70 avec ses films catastrophes, de l'aventure du Poséidon à la Tour Infernale, et Die Hard c'est vraiment la Tour Infernale de Silver.
On a Bruce Willis qui donc lui sort de deux comédies de Black Edwards à l'époque, qui est vraiment identifié comme un comédien glamour comique, on va dire, mais absolument pas comme l'a dit Steph, comme une action star, qui va chercher lui à s'affirmer dans ce rôle, mais sans perdre ce qui fait aussi son crédit auprès du public. Et son crédit auprès du public, c'est que c'est un petit malin, un mec qui fait de la vanne, et voilà. C'est comme ça qu'il est utilisé dans le film. Exactement. McTiernan, d'ailleurs, à ce titre, a souvent dit que ce qui était la base du personnage de John McClane, c'est un poster des années 70 qui s'appelait The Last Act of Defiance, qui avait été un poster qui s'était pas un poster mais un t-shirt qui avait bien marché aux États-Unis, et dans lequel on voyait une souris de dos en train de faire un doigt d'honneur à un aigle qui se fonçait sur elle toute griffe dehors, tu vois. Et basiquement c'était ça, McClane. C'est vraiment effectivement l'aigle américain. L'aigle américain, là. Mais c'était la petite souris qui vient foutre le bordel dans un rouage absolument et parfaitement huilé. On a rajouté à ça McTiernan qui, à cette époque-là, veut un peu lui s'éloigner du côté bourrin de Predator pour entre guillemets faire quelque chose, non pas forcément plus subtil, mais il a explicitement l'intention de jouer sur la structure de merde, j'ai le titre anglais, le songe d'une unité, merci le titre français, le songe d'une unité de Shakespeare, où voilà, en gros les personnages pendant une nuit vont porter les masques et au petit matin tout sera entre guillemets rentré dans l'ordre, et dans l'idée que c'est un couple en fait d'amoureux qui doivent se retrouver à la fin du récit. Tout à fait. C'est ça le film, c'est ça la pièce. Pardon. Et le côté effectivement ludique et rigolo de tout le côté cambriolage va aussi venir de là, jusqu'à l'utilisation des billets de banque à la fin sous forme de flocons de Noël. Enfin, il y a une imagerie très opératique dans le film, et anticapitaliste par certains côtés en fait. Anticapitaliste façon de parler, mais dans ce que tu dis justement sur ce poster-là, en fait, le truc c'est que tu as une représentation en fait, c'est-à-dire que le choix du personnage de Holly McClane, la femme de McClane, qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle doit choisir sa carrière ou son couple? Et en fait, en gros, c'est symbolisé par cette Rolex, en fait, qui est finalement la Rolex que sa société lui a offerte et qu'elle va devoir lâcher pour laisser tomber Hans Gruber, en fait, dans le machin. Après, ce qui est très marrant, en fait, je trouve, c'est que la réponse à la question est-ce qu'elle doit essayer d'avoir l'un ou l'autre, en fait, tu la trouves dans les suites parce que dans le 3, les deux personnages sont séparés. Voilà. Et ce côté un peu bougon aussi du New-Yorkais qui va à Los Angeles, je pense que McTiernan le porte un peu en lui. Ah mais littéralement, et c'est même sa vision de Los Angeles en fait. C'est ça, il a souvent dit que c'était pour lui un Disneyland pour adultes, donc cette façon de regarder à la fois les journalistes et les yuppies du coin de l'œil en disant mon Dieu, c'est vraiment la lie de l'humanité. Bon, bah, ça joue aussi. Mais sinon, ce qui va effectivement distinguer le film à sa sortie en salle de tous les autres, c'est sa finition qui est celle d'un film des années 90, alors qu'on n'est pas encore rentré dans cette décennie-là. Il faut se dire que la même année, en France, le film a été un échec, Die Hard, par rapport à son potentiel. En France, les succès de l'époque, c'était Sens Unique avec Kevin Costner. Et je mets quiconque au défi de regarder dans la foulée de Die Hard et Sens Unique et de se dire ces films-là sont sortis à 2 semaines d'écart, quoi. Tellement t'as l'impression que le cinéma, ça n'a plus rien à voir. Il y a un plaisir de filmer, un plaisir chorégraphique, une photo de Yann Debon absolument extraordinaire pour l'époque, où lui et McTiernan en fait vont travailler sur les flares pour les rendre narrativement signifiants, c'est-à-dire que ces flares-là, d'habitude au cinéma, on faisait en sorte de ne pas en avoir, on se dire non, on les aura, mais non seulement on les aura, mais ils vont nous servir à isoler des éléments dans le champ. L'arrivée de la bande de Hans Gruber dans la tour, c'est voilà, pour qui veut étudier la mise en scène et surtout la mise en scène chorégraphique, c'est un pur plaisir de géométrie, de travail dans l'espace. Et le sujet s'y prête. Le sujet, c'est celui d'une petite souris qui se balade d'étage en étage et qui rend tout le monde fou. Donc on est dans la logique du burlesque en fait. Et le burlesque, c'est encore une fois le genre qui est à l'origine de la naissance du découpage au cinéma. Il y a un côté hyper cartoon dans le film. Faut pas oublier que le film est pas seulement grâce
grâce aux punchlines connues et fameuses de Bruce Willis, mais même dans la mise en scène et la chorégraphie des scènes d'action, il y a un côté très Tex Avery, Billy Will Colliot. Enfin, quand Bruce Willis à un moment réussit à passer d'un étage à l'autre avec une lance à incendie, et que l'espèce de bidule qui tient la lance en question le fait tomber après dans le vide, et enfin, il y a toute une espèce d'enchaînement qui rappelle les cartoons des années 40. Et en même temps, qui est dans le truc de ce que faisait McTiernan, parce que t'as exactement la même, enfin c'est pas la même scène, mais t'as exactement les mêmes plans en fait dans Predator quand Arnold tombe de la chute d'eau et qu'il essaye d'échapper au Predator aussi quoi. De toute façon, enfin très clairement, les deux films se répondent aussi là-dessus, parce que t'as d'un côté, c'est le titre, je crois que c'est le titre espagnol ou un truc comme ça, c'est Jungla des Cristal, tu vois, et en fait c'est clairement un survival urbain en fait. D'ailleurs, il y a aussi cette logique-là, c'est pour ça aussi qu'il fonctionne sur ce point de vue-là quoi. Mais d'ailleurs, je me souviens d'à l'époque d'une personne qui m'avait balancé, il y en a marre des films post-Vietnam à propos de Die Hard, parce qu'il y avait donc deux évocations, une évocation de l'agent du FBI dans l'hélicoptère, bien sûr, mais aussi parce qu'à un moment donné, McClane se retrouve dans la flotte au milieu d'espèces de cactus, et qu'effectivement, à l'espace d'une demi-seconde, t'as une évocation de la jungle du Vietnam. Ouais. Et il y en a marre les Américains et leurs films de Vietnam là. Mais alors, le truc qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a comment dire, il y a aussi la façon dont tu distilles les éléments au spectateur qui fonctionnent dans ce film, c'est-à-dire que ça c'est pareil, c'est Steven de Souza qui m'en avait parlé, et en gros le plan d'Hans Gruber ne fonctionne pas si tu le déconstruis en fait et que tu montres comment il est complètement con. C'est-à-dire c'est pas possible, ça tient sur 30 Deus Ex Machina pardon. Tu te retrouves avec mais en fait toute l'idée c'est de donner les informations au fur et à mesure au spectateur, et quelque part en fait de faire en sorte que le spectateur pendant peut-être un instant, voire quelques scènes en fait, veut que les terroristes puissent réussir leur coup, malgré le fait qu'ils aient tué Takagi, malgré le fait que ce soit des personnages sanguinaires et tout, juste pour que tu vois quel est leur plan en fait à la fin, qu'est-ce que ça veut dire en fait, quelle est cette voilà, jusqu'à cette phrase en fait de Holly McClane à la fin qui lui dit mais en fait malgré tous vos grands airs, malgré tous vos trucs etc., vous n'êtes juste qu'un pauvre voleur de bas étage quoi. Et notamment il y a ce truc en fait que personne ne questionne jamais en fait quand tu regardes le film, c'est que la dernière série qui doit faire, elle tombe en fait parce que t'as un câble en fait qui relie donc la tour à Los Angeles à la maison mère au Japon, hein. Donc un câble littéralement dédié à cette serrure, tu vois. C'est complètement fantasque quoi. Mais tu te poses jamais la question une seule seconde, parce qu'encore une fois, c'est une question de la façon dont tu présentes les choses au spectateur et la façon dont tu vas raconter ton histoire. Et c'est pour moi, c'est tout le principe en fait d'un McTiernan en fait. C'est encore une fois. C'est le leitmotiv de Basic, de son dernier film en fait, où il disait il va falloir raconter la bonne histoire de la bonne manière en fait, c'est le mensonge en fait. Et je pense que c'est ce qui caractérise toute sa carrière. Il y a aussi un autre élément moi que je trouve très fort dans le film, qui n'était pas évident en fait à l'époque en plus, encore une fois dans la logique d'humanisation du personnage, c'est le fait que c'est un flic. Et que donc, en fait, il ne tue qu'en cas de littéralement légitime défense. Ce qui est complètement, ce qui n'était pas du tout et là-dedans, tu reconnais totalement quelqu'un comme McTiernan. Dans Predator, toute la logique, en fait, c'était à un moment donné, tu avais les studios qui leur disaient on n'a pas de scène de flingage, là, il nous manque une grosse scène de flingage. Et McTiernan leur disait mais qu'est-ce que vous voulez qu'on flingue ? Il n'y a qu'un seul ennemi qu'on peut pas flinguer, donc qu'est-ce que vous voulez qu'on flingue ? On s'en fout, il faut qu'il y ait une scène de mitraillage. Et donc, ok, tu vois, ok, boss. Et là, il fait sa scène de mitraillage, et en fait, c'est la scène où il défouraille la forêt à fond. Toute la forêt, et en fait, en gros, c'est une manière de détourner le truc et de démontrer c'est absurde, en fait. Et donc là, en fait, c'est un peu dans la même logique, en fait, c'est-à-dire que, en gros, inversé, quoi, tu vois. Ça sert à rien en fait de tirer des coups de feu en l'air juste pour avoir du bruit, de la flamme, de ce que tu veux, etc. Est-ce que dans la façon dont je vais raconter mon histoire, ça va faire avancer l'intrigue. Est-ce que ça va donner en fait des éléments sur le personnage ? Et d'une certaine manière, ce que disait Rafik tout à l'heure, de faire en sorte que McClane, c'est McTiernan, c'est pas Bruce Willis à la fin. Il l'incarne Bruce Willis, mais ce n'est pas c'est pour moi le personnage de McClane, c'est vraiment McTiernan. Et les gunfights ou les séquences de combat sont toujours motivées par
une information qu'on cherche à obtenir de l'autre. C'est un truc comme c'est McTiernan sur toute sa carrière, hein, la communication. Mais dans Die Hard, on ne fait que ça, on ne fait que communiquer. La façon déjà, bien sûr, avec les talkie-walkie, mais lorsque il shoot toutes les vitres d'un étage, c'est là où Gruber comprend qu'il faut tirer dans le verre pour le blesser au pied, pour l'affaiblir encore. Donc la meilleure scène de suspense du film, c'est quand ils sont face à face avec ce flingue qui lui donne comme un ami. Il y a que des gens qui essaient de se jauger, de se comprendre, il y a un jeu d'échecs émotionnel et psychologique qui participe de ce grand délire ludique à la Shakespeare. Et ultimement, en fait, je pense qu'il y a ce truc en fait qu'on peut dire sur le film je sais pas pour vous, mais pour moi, le truc, c'est que ça fait partie des films qui m'ont fait clairement comprendre qu'un film n'avait pas besoin d'avoir du sens, et là je mets les guillemets en fait, pour être un grand film de cinéma tout simplement quoi. C'est-à-dire que en gros tu peux en trouver un dedans. Moi je pense que si tu regardes, j'imagine, moi j'ai découvert le film bien après, La prisonnière du désert, j'imagine que ce que représentait John Wayne et ce que représentait La prisonnière du désert pour les gens de cette génération-là à l'époque, je pense que Die Hard c'est ce qui représente pour ma génération à moi, tu vois. C'est-à-dire que un personnage alors américain certes, tu vois, mais qui défend une certaine logique de valeurs, si tu veux, qui sont des valeurs humaines, quitte à être un petit peu, si tu veux, à contre-courant de ce qui est en train de se passer, quoi, tu vois. Et là, dans La prisonnière des désert, il faut aller chercher une nana, tu vois, c'est la même logique, en fait. Il y a quelque chose, même si c'est pas sa femme, en l'occurrence, dans le John Ford. Mais il y a toute cette logique, en fait, de valeurs humaines, si tu veux. Oui. Alors, certes, américaine, encore une fois, mais qui, dans lesquelles tu peux vraiment te projeter parce que tu comprends l'humanité du personnage, quoi. Et mine de rien, voilà, tout simplement, ça fait partie des trucs où, à force d'essayer de décortiquer le film, à force d'essayer de comprendre pourquoi ce film, en fait, qui aurait pu être un film de merde, en fait, tout simplement, un Action Jackson, parce qu'il produisait ça aussi à l'époque. Oui, c'est ce qui est difficile à expliquer aux gens, voilà. C'est que ça tenait à rien, parce que, évidemment, on a toujours tendance à sous-estimer l'importance cruciale d'un vrai réalisateur et d'un vrai accord entre le producteur, le scénariste et le réalisateur sur le film qu'on est en train de faire, où chacun se laisse sa liberté. Tu vois, je pense pas que McTiernan a empêché James Stewart et Steven de Souza de faire leur boulot. Et inversement, ils se sont laissés travailler les uns les autres. Mais il se trouve que sur ce projet-là, tous les trucs, tous les désirs de chacun se sont bien mélangés. Et ça donne cet objet unique, quoi, moi, quand j'ai découvert le film dans une salle vide, je précise, UGC Normandie, un vendredi après-midi, j'étais à 15 cm au-dessus de mon fauteuil. Je n'en revenais pas que ce film existe, en fait, tellement il tenait du miracle. Tellement unique que la suite était du coup un petit peu décevante. On vient de passer 50 minutes sur le Die Hard. Parce que c'est le plus grand film de l'histoire du cinéma. Avec la problématique, en fait, si tu veux, que si tu le calcules aujourd'hui, le film il est un peu meilleur que les suites qui ont été faites depuis. Oui. Quoi, tu vois, à part le 3, évidemment, je parle pas de 3, mais voilà. Mais ne serait-ce que parce que McClane est à peu près encore McClane dans celui-là, quoi. Mais le truc, c'est que le problème de Die Hard 2, c'est que c'est un film qui est fait littéralement. Alors quand je parlais de la façon de de shooter les scènes d'action, de shooter même le dialogue, tout ça, il y a un sens, un propos, si tu veux, en fait, dans la façon de présenter les choses aux spectateurs. Et là, l'idée de Die Hard 2, en fait, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que dans la même logique des choses, il fallait faire le film très très rapidement. Parce que en fait, le lendemain du succès de Die Hard, la Fox avait déjà acheté les droits de la suite, d'un roman qui s'appelait 58 minutes et qui traite d'une prise d'otage dans un aéroport. Et en gros, si tu veux, le truc c'est qu'il fallait aller très très vite. Et c'est un film qui a coûté aussi très très cher parce qu'il n'y avait pas de neige au moment où ils étaient en train de, ils avaient besoin de tempête de neige. La rapidité en général oblige à des budgets assez chers. Et tu te retrouves avec, un cinéaste comme Renny Harlin, en fait, qui était un jeune gars qui venait de faire un Freddy, qui venait de faire voilà, et qui avait fait pour moi un très grand film aussi, qui est Fort Fairlane, tu vois, pour Joel Silver juste avant. Oui, mais il faut le dire. Et il faut conseiller aux gens de voir Fort Fairlane, qui est un très beau film. Un très beau film, et qui effectivement préfigure dans sa mise en scène Die Hard 2. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que il a lâché ce tournage-là. En fait, il a terminé ce tournage-là, et puis une semaine après, il se retrouvait sur Die Hard 2. Et en l'occurrence, si tu veux, en termes de langage cinématographique, on est vraiment à l'opposé, parce que c'est littéralement un film fait d'insert. C'est-à-dire que tout le temps. C'est-à-dire que c'est en fait, pour donner du peps au film, le monteur Stuart Baird, en fait, a littéralement utilisé toutes les chutes
qu'ils pouvaient trouver pour rendre l'intrigue, enfin les scènes d'action cohérentes et tout ça. Et pour mémoire, sauf erreur, McTiernan ne l'a pas fait parce qu'il était sur Octobre Rouge. Il était sur Octobre Rouge, ouais. Mais je pense que McTiernan ne voulait pas vraiment faire cette suite non plus. C'est-à-dire qu'il voyait bien que c'était la même histoire, à peu près racontée dans un aéroport, voilà, avec les mêmes enjeux, avec le même truc. C'est-à-dire il y a sa femme qui est comment dire. Enfin, il y a tous les avions en fait qui sont au-dessus de l'aéroport de Washington, qui sont en attente parce que les terroristes veulent récupérer un général. C'était dans la continuité sud-américain, voilà. Dans la continuité du délire à la Irvin Allen que voilà, Joel Silver voulait imprimer à la franchise. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, si Silver avait continué à produire les Die Hard, le 3 se serait passé sur un bateau. Mais c'était ça, c'était ça l'idée. Et justement, alors le truc qui est peut-être plus intéressant en coulisses, c'est que bon, Die Hard 2, le film, c'est un film. Pour moi, Die Hard 2, c'est un film qui fonctionne comme les blockbusters de base fonctionnent. C'est-à-dire qu'en gros, si tu veux, quand tu regardes un blockbuster aujourd'hui, tu te dis qu'est-ce qu'il a de plus par rapport à l'année précédente. Et du coup, ça le rend littéralement obsolète au fur et à mesure que les années avancent, parce que d'un seul coup, en fait, tu vois que toutes les nouveautés qu'ils pouvaient mettre, que les mecs des effets spéciaux leur proposaient, etc. Ils ont tout mis. Voilà, et en gros, si tu veux, ça s'est éventé, quoi. Ouais. Et le truc, par contre, c'est que effectivement, c'est à ce moment-là qu'il y a eu la guerre entre Lawrence Gordon et Silver. C'est là où ils ont vraiment fait une scission, notamment parce que Silver a récupéré en fait Bruce Willis pour le mettre sur Le Dernier Samaritain, alors qu'en fait Lawrence Gordon avait acheté un énorme script très très cher pour le filer à Bruce Willis, qui s'appelait The Ticking Man, ou un truc, c'est un film qui s'est jamais fait. Et en gros, si tu veux, c'est ce qui a vraiment créé la scission entre les deux producteurs, et c'est ce qui a fait que les droits en fait de Die Hard se sont plus ou moins perdus dans la nature. C'est-à-dire que en gros, déjà Bruce Willis voulait pas vraiment faire. Enfin, en gros, il s'est tout de suite retrouvé coincé par son personnage. Ça a toujours fait chier. C'est là où tu te dis qu'il a effectivement, comme tu disais, Alex, pas vraiment compris le perso et pas vraiment compris l'importance qu'il pouvait avoir dans sa carrière. Et l'autre truc aussi, c'est que fondamentalement, en gros, je veux dire, même si ça a été un carton absolu, ils se sont fait couper l'herbe sous le pied par un très grand film apparemment, donc Under Siege, qui approprie l'idée littéralement. C'est-à-dire que parce que faut expliquer ça aussi très rapidement. Die Hard, ça a créé une espèce de ce que moi j'appelle la Die Hard exploitation, quoi. C'est-à-dire en gros tout un tas de films en fait qui ont pas compris quelle était vraiment la qualité sujet, de Die Hard, et qui ont juste repris le concept, c'est-à-dire coincer un type dans un endroit. Voilà. Donc, un mec tout seul contre des terroristes dans un endroit donné. Et c'était devenu tellement récurrent dans les majors de proposer des Die Hard dans ceci, Die Hard dans cela. Ça, c'est Joel Silver qui racontait le truc. Qu'apparemment, dans une major, à une réunion, il y a quelqu'un qui a proposé Die Hard dans une tour. Sans savoir en fait content de son. Die Hard, c'est devenu un gag, puisque tu as quand même Skyscraper aujourd'hui qui est exactement ça, quoi. Voilà. Et alors le truc, c'est que du coup en fait les droits se sont perdus. Et ont été récupérés par Andy Vajna, en fait, qui venait de lâcher Carolco. Juste sur Die Hard 2, en fait, pour rappeler que malgré le fait que effectivement c'est une suite qui se voulait bigger, better, louder, c'était la bande-annonce, qui était bien en dessous, il y avait quand même une excitation, parce que surtout en France, je sais pas pour les États-Unis, mais comme en France le premier, encore une fois, n'avait pas marché, il y avait une frustration en fait du fait que les gens étaient passés à côté d'un truc pareil. Et or le film s'est vraiment fait découvrir en vidéo. Et donc il y a eu une attente globale de tout le monde sur le 2. Et moi je me souviens évidemment de la sortie du 2 où il y avait des queues de malades le jour de la sortie, et tout le monde était voilà, c'était on va avoir McClane en action. Bon, il se trouve que c'était pour moins, mais rien que le plaisir d'avoir fait la queue avec ce public complètement fou m'a réconcilié avec eux qui avaient boudé le film 2 ans avant. Parce que c'était aussi un gros carton vidéo et sur Canal à l'époque. Et le truc, alors, c'est que du coup, les droits se sont un peu paumés. Ils ont été récupérés par Andy Vajna qui venait de lâcher Carolco pour créer Synergie. Et du coup, en fait, c'est un film qui s'est produit, qui est très très cher, pour $80 millions en indépendant, quoi. Là, on parle du 3. On parle du 3. Et effectivement, comme disait Alex, c'est McTiernan en fait qui a découvert le script de Simon Says, qui était un script en fait que la Fox prévoyait pour à un moment donné Rapid Fire 2, je crois. Et en fait, il était aussi passé chez Warner pour L'Arme Fatale 3 ou 4, je sais plus. Enfin bref, il y avait tout un truc comme ça, tout un délire autour de ce script qui était effectivement un script très intrigant, très intéressant et adaptable selon les. Mais adaptable selon eux, parce qu'il voulait pas le faire comme un film d'action de base, quoi. Et notamment apparemment toute la première heure du film, si ce n'est qu'on a rajouté le personnage de McClane dans le film, c'est littéralement la première heure de Simon Says. Le trip de vengeance est un trip de vengeance qui existe, parce que voilà, l'histoire de Die Hard 3, c'est McClane retourne à New York, il est séparé de Holly,
Il se réveille un matin, en gros, il y a une explosion, un attentat terroriste à New York sur la 5e avenue, et en gros, le terroriste en question, qui s'appelle Simon, qui est un mystérieux allemand, en fait, lui demande surtout à faire travailler John McClane sur, voilà, qui est lui en suspension parce qu'il est alcoolique au dernier degré. Voilà. Et le truc, en gros, si tu veux, c'est que tu te retrouves, avec ce récit qui est un espèce de récit. Où la notoriété de McClane est prise en compte. Puis il se dit, tiens, on m'appelle parce qu'en fait, on sait qui je suis, puisqu'il s'est passé ça à l'époque à Nakatomi. Et en fait, on apprend au fur et à mesure du film que le Simon en question, c'est le frère d'Hans Gruber. Mais ce qui pourrait être un truc extrêmement casse-gueule. Hein. Au Ouais. moment où tu as cette séquence dans le film, quand tu le découvres la première fois, tu es en mode attention les gars avec ce que vous faites. Et c'est dingue de voir à quel point le film retourne le truc à son avantage en te faisant comprendre, même si c'est pas explicité, hein, que cette fois-ci, McClane a affaire à un personnage qui a compris qui il était. Parce que finalement, dans le premier, on voyait bien que Hans Gruber, il était à la ramasse sur ce McClane. Quoi. Et il passait son temps à se foutre de sa gueule en le traitant de Mr. Cowboy du haut de son européanité triomphante, sans se rendre compte que c'est peut-être un beauf de Texan, mais il va quand même te la mettre bien profond. Quoi. Et son frère, lui, se dit, ok, si c'est un vrai héros américain, donnons-lui une aventure de grand héros américain pour l'occuper, et on va le mettre dans un labyrinthe de souris, quoi. On va le laisser tranquillement chercher son truc pendant qu'on fait nos petits trucs. Pardon, vas-y d'abord. Il y a un truc en fait qui est intéressant et que tu te rends compte que, parce qu'effectivement on va peut-être passer sur les suites dans l'absolu, on s'en fout, mais le 4 et le 5, mais ce qui est très intéressant avec Die Hard 3, c'est que parce qu'il a été produit en indépendant et parce que McTiernan est McTiernan et qu'il ne veut pas refaire le même film deux fois, justement en fait tous les problématiques de Die Hard 4 et 5, indépendamment de la façon dont le personnage tourne, indépendamment de tout ça, c'est d'essayer absolument recapturer des éléments de Die Hard, mais n'importe comment et sans les comprendre. Il y a un plan dans Die Hard 4 où McClane se lève, il regarde en fait le trafic, si tu veux, et tu te dis tiens, il a compris quelque chose, et en fait non, pas du tout. Il redescend, il fait bon, on va aller par là. Non mais c'est vraiment ça, c'est littéralement ça dans Die Hard 4. T'as un plan où ils reprennent le plan de Hans Gruber qui chute dans le 5, tu vois, il y a que des trucs comme ça. Et là, en fait, c'est intéressant de noter que ce qui fonctionne justement dans Die Hard 3, c'est qu'en fait, justement, on s'affranchit littéralement de Die Hard. C'est-à-dire que on fait l'inverse. On va contre. Tu vois, on va contre Die Hard. C'est-à-dire qu'on fait un film d'été. On fait un film dans une ville entière. On fait un film, dont la forme est littéralement déstructurée. C'est-à-dire que, en gros, si tu veux, aujourd'hui, on a l'habitude, maintenant, dans tous ces films-là. Mais à l'époque, c'était des caméras à l'épaule. Voilà. Jamais vu. Et il y a un truc aussi là-dedans, c'est que cette façon d'aborder ce langage-là, c'est une façon d'aborder ce langage-là qui pose la question de la caméra. C'est-à-dire qu'en gros, comme la caméra chez McTiernan a toujours été le narrateur, comme elle a toujours fait en sorte en fait de raconter l'histoire, en fait, McTiernan se pose la question de comment je vais faire comprendre à mon caméraman, c'est-à-dire à mon outil de langage, en fait, si tu veux, celui qui doit transmettre ça, ce sentiment en fait d'urgence. Et tu as notamment en fait des moments en fait sur le tournage où il prenait les meilleurs cadreurs du monde, il prenait les meilleurs chefs-op du monde, il prenait tous les meilleurs techniciens du monde. Et en fait, c'était lui l'élément perturbateur. C'était McTiernan. C'est-à-dire que quand le type, il lui demandait un plan parfait, il dit tu veux me faire un plan au Steadicam parfait. Et en fait, il arrivait, et il le bousculait comme ça d'un coup, et le mec comprenait pas, tu vois. Il dévissait les. Il lui mettait des nouilles dans le slip. Non, mais vraiment, il les a vraiment trollés, ouais. En fait, il les a trollés pour. Il leur donnait de mauvaises indications sur là où il fallait cadrer. Les mecs étaient obligés de raccorder au dernier moment. Et l'idée, c'était qu'effectivement. Créer des incidents. Le premier étant une espèce de pièce de théâtre magistrale dans le Disneyland pour adultes, c'était cadré et éclairé d'une façon stupéfiante. Là, on se retrouve dans la réalité, parce que même dans la vision de McTiernan, New York, c'est le réel, en fait. Et c'est une ville européenne. Inattendue. Voilà. Et dans le réel, évidemment, le héros ne peut pas réussir comme il réussirait dans une fiction. Et il utilise les éléments, la grammaire cinématographique du, entre guillemets, réel. C'est-à-dire, en gros, la mise en scène à l'européenne, de la nouvelle vague ou du néo-réalisme. Avec lequel il a grandi, ça, il faut le dire aussi, parce que il a analysé les films. Il a analysé du Truffaut, il a analysé des trucs comme ça, en fait, du Bertolucci, tous ces réalisateurs-là, en fait, pour nourrir son langage.
j'ai l'apporté dans le cinéma d'action en fait. Et le film Die Hard 3 va avoir une influence capitale dans les années qui vont suivre, notamment via les séries télé comme 24 heures chrono ou autres, ou toutes les. Ça va mettre du temps en fait, parce que moi je me souviens qu'à la sortie de la projo de presse, notre premier réflexe c'est de se dire putain les mecs on va souffrir. Parce qu'on avait adoré le film, mais on s'est dit tous les connards et les tétailles ils vont essayer de refaire la même chose. On va avoir les yeux qui vont exploser dans les mois qui viennent. Et on a eu de la chance parce que il a fallu un bon moment avant que n'arrivent les, je sais plus comment ils s'appellent, les Jason Bourne et compagnie. Paul Greengrass et compagnie. Et l'autre truc en fait qui est, moi je trouve formidable. Alors encore une fois dans la logique en fait de faire un film indépendant, c'est que tu te retrouves avec des scènes que tu n'aurais jamais vues dans un autre film d'action en fait. Enfin la scène quand même où il va à Harlem avec un panneau où il y a écrit je déteste les nègres. Tu vois en gros devant la boutique de Samuel L. Jackson. Et il va se faire défoncer par des voyous là qui veulent comment dire. Enfin bon, c'est moi qui pars du principe que c'est des voyous. Ça se trouve en fait c'est des mecs très sympas. Parce qu'on les voit pas en train de jouer au basket. Ouais mais ils sont en train de basket. Ils ont une lame et de la balance sur McLean. Mais bon, bref, le truc c'est que t'as des scènes comme ça que tu vois pas en fait des scènes. Enfin pareil encore une fois la scène de l'ascenseur en fait qui est une scène qui devrait être littéralement climatique en fait dans son fonctionnement, elle est hyper puissante parce que justement en fait il la met en place, il la met en avant quoi. Et le truc aussi c'est que il y a ce truc avec Die Hard 3 qui était presque en fait que c'est-à-dire le personnage de McClane est devenu tellement connu, on sait tellement que c'est un personnage un héros d'action parce que c'est quelque chose qu'il a littéralement créé à la fin du premier Die Hard. C'est-à-dire que McTiernan, quand il a laissé McClane, il en a fait un héros d'action. Il a fait tellement ça comme ça que, en gros, si tu veux, le beau rôle, c'est tous les prolos autour en fait, c'est les flics, c'est les pompiers, c'est les journalistes, en fait d'un seul coup tous ces gens-là en fait sont devenus voilà les héros du film quoi. Et voilà, vous êtes en train de me couper avec votre musique, le temps. J'ai de la peine pour Len Wiseman et John Moore qui n'aura pas assez rendu hommage ce soir. Non mais Alexandre, tu peux dire deux mots peut-être sur le 4 et le 5. Écoute, j'en dis peut-être un peu trop, mais ce matin je suis allé aux toilettes et ce que j'ai vu dans la cuvette était quand même infiniment supérieur à Die Hard 4 et 5 réunis. Voilà. Ah, bravo. Voilà. D'accord. Ok. Je vous laisse avec cette image. C'est une belle image pour terminer. Merci Stéphane, merci Rafik. Je te dis pas merci Alexandre. Notre temps est écoulé. Merci à Quentin à la technique. Merci à Creatis pour like et rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. Puis en attendant, on vous dit à très vite.